Il est avec nous, Maître Jonathan Béné, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin. Bonjour également à tous nos compatriotes congolais qui nous suivent de partout à travers la République. Merci également à la grande équipe de PES TV et de l'émission au centre. Là, je vois tout le monde et merci de l'invitation que vous nous accordez. Je pense qu'au travers de nos analyses et réflexions ici, nous allons servir la République tout en prenant en compte le fait qu'en 2018, la population était victime des élections très mal organisées et dont le résultat proclamé n'ont pas révélé les vraies réalités des urnes. Et c'est pourquoi le président Martin Fayulu Madidi ainsi que les coordonnateurs en exercice de la MOUCA Adolphe Mouzitou et l'ensemble des populations congolaises travaillons et militons pour qu'en 2023 nous ayons de meilleures élections, ou des élections qui ne seront pas une suite logique de ces 3 cycles malheureux électoraux que nous avons connus, mais plutôt des élections qui vont transcender la vérité et pour lesquelles le peuple va être réellement bénéficiaire. Voilà, merci Maître Jonathan Béné. Je rappelle qu'il est président pour l'amour du Congo, un regroupement parti politique. Parti politique. Parti politique de l'opposition ou de la résistance, si je peux le dire ainsi. Et dans quelques minutes, il y aura la présence de monsieur Papicho Olenga, lui qui est coordonnateur d'une association Osons les changements. Il nous vient de la diaspora. Il va faire son entrée, si possible. Monsieur Edouard Akad de l'UDPS, il est représentant de l'UDPS en Angola également. Lui aussi fera son entrée sur ces plateaux. Et cela ne nous empêche pas de commencer déjà cette émission avec l'actualité prévue à notre mairie. Nous allons également parler de la situation des sinistrés à Goma. Ça continue à faire couler beaucoup d'encre et salive car l'État est en train de faire les efforts à ce que cette population maîtrise en détresse, je voulais dire, soit quand même soulagée. Il y a aussi des appuis de part et d'autre de la communauté internationale. Les Japonais donc et aussi vont envoyer leur part pour aider ceux qui sont dans la détresse. En deuxième lieu, nous allons parler à quand le peuple d'abord. Cette question mérite d'être posée car nous avons un gouvernement de warriors, un gouvernement qui avait donné l'espoir au peuple congolais, selon les gens de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, apparemment, le peuple ne se retrouve pas. La question se pose, à quand le peuple d'abord? Nous allons en parler sur ces plateaux. C'est en troisième lieu, la congolité. Une proposition du candidat président Noël Tcheli, lui qui était candidat à l'élection de 2018 avec les autres. Il a proposé à cette loi de la congolité, je l'avais reçu sur ces plateaux, il avait expliqué cette loi, mais la loi continue à diviser la classe politique. Moïse Katumbi a répliqué par rapport à cette loi. Voilà pourquoi nous allons traiter tous ces sujets et répondre à toutes ces questions très questionnantes. Maître Jonathan Béné, je rappelle que vous êtes de la MOUCA. De quelle la MOUCA? Parce qu'aujourd'hui nous avons coordonnateur qui s'est dit aussi coordonnateur de la MOUCA, Moïse Katumbi. D'autre part, c'est Mouzitou. Vous êtes de quelle MOUCA? Bien, merci. Déjà, il faut dire que la MOUCA n'a pas d'aide. La MOUCA n'a pas de camp, la MOUCA n'a pas d'horizon. Il n'y a qu'une seule la MOUCA actuellement qui s'identifie par le peuple. Et le peuple n'aimant pas comment on appelle ça, les actes immoraux ont décidé à l'unanimité de mettre par devant la scène le président Adolphe Mouzitou qui va gérer pendant 6 mois et il va être succédé par le président Martin Fayulu. Donc aujourd'hui, la MOUCA est gérée par la population qui s'identifie au travers de 2 personnes qui incarnent aujourd'hui la commande plutôt de la résistance. Il s'agit là du président Martin Fayulu Madidi et du président Adolphe Mouzitou. Parlant de M. Katumbi, je pense qu'il est temps que M. Katumbi prenne le courage à bras le corps. Vous savez, je suis en train de me questionner au travers de moi-même plusieurs fois. Je me dis, M. Katumbi chez lui à la maison, son fils lui pose la question, papa, actuellement, tu es de quel bord? Il dira, mon fils ou ma fille, je suis à la fois dans la majorité et dans l'opposition. Et quand la fois pose la question, papa Katumbi, dans l'opposition, on fait quoi? On critique les gouvernants et on propose des solutions. Et dans le gouvernement, on fait quoi? On travaille pour le peuple. Vous imaginez qu'il sera dans l'embarras. Donc il est certes vrai qu'un certain... parlé de l'opposition républicaine. Voilà. Si le gouvernement pose les bons actes, il encourage les... Et la loi qui organise les statuts de l'opposition est claire. Et opposant celui qui reconnaît avoir perdu les élections
et qui critique et éventuellement il ne dirige pas, il ne participe pas à la gouvernance. Aujourd'hui, M. Katumbi, vous allez me dire qu'il a accepté qu'il a perdu des élections dont il n'a pas été compétiteur? C'est en fait ça la question. Il a concouru pour quelles élections et qu'il a perdu pour dire à la fin qu'il a reconnu qu'il a perdu. C'est déjà là les questions presque élémentaires qu'il faudrait déjà demander à M. Katumbi d'élaguer. Ensuite, lui poser la question si aujourd'hui la MOUC a décidé de marcher pour le fait tel que nous le voyons actuellement, heureusement que vous l'avez répertorié dans votre sujet, la mauvaise gestion de l'après-volcan. Nous allons demander de sortir. Et si la coordination donne les go, M. Katumbi va demander aux militants d'ensemble de sortir, parce qu'il faut dire que les ministres des Affaires sociales et de l'Action humanitaire est d'ensemble pour la République. Donc vous allez me poser la question, est-ce qu'il va être en même de... Vous parlez de M. Mutsinga. Mutsinga, voilà. Donc c'est là la question. Ou si nous voulons... C'est le ministre de Katumbi, dont les quotas de l'ensemble pour la République. Voilà. Donc c'est déjà là le problème. Il ne va pas être à la fois opposant à ce gouvernement et membre de ce gouvernement parce qu'il a des membres à l'intérieur. Et s'il faut descendre même pour M. Bemba. M. Bemba, aujourd'hui, si nous voulons marcher pour demander la paix, est-ce qu'il va demander aux militants de MLC de sortir pourtant le vice-ministre à l'intérieur et du MLC? Ce fait-là des questions de tête qu'il faut élaguer et nous comprenons que c'est pour le besoin de leur survie politique, sachant déjà leur mort politique venir. Ils se disent, bon, il est temps que nous nous accrochions encore un tout petit peu sur la question de la MOUCA pour que nous puissions nous conforter dans notre santé. Mais la population qui à ce jour a constaté que pour certaines personnes, notamment la classe politique congolaise, elle est axée plus sur les besoins, les gains, le ventre comme on l'appelle actuellement, les ventres d'abord, et certains mettent de côté les intérêts vitaux de la population pour le ventre. Ah, alors vous ne pensez pas qu'il faut quand même donner à Kamere raison, qui a fait une demande à la classe politique de se mettre autour d'une table, voir de la même manière de cette question de Goma? Pensez-vous que vous, la MOUCA, proche Martin Fayulu et Mouzitou et Katumbi et tous les autres, vous pouvez vous mettre ensemble pour réfléchir le pays, une manière de donner tant soit peu la solution à ces problèmes qui rongent la population des Goma? Déjà, il faut dire deux choses sur cette demande-là. Je profite pour le saluer, M. Vital Kamerhe, là où il est, et je lui souhaite tout le meilleur du monde et toutes les bonnes choses. Mais je n'ai pas été très d'accord avec lui quand il restreint la question de la paix pour la question de la population congolaise à 5 ou 6 personnes. Moi, je me dis, c'est ignorer le combat que mènent beaucoup. Mais les leaders d'opinion, les gens qui ont l'ancrage dans la classe politique, vous n'allez pas me dire ici que Mme Olive Lembe n'est pas leader d'opinion. Vous n'allez pas me dire que le docteur Denis Mukwege n'est pas leader d'opinion. Vous n'allez pas me dire que moi, là, je ne suis pas leader d'opinion. Vous n'allez pas me dire que M. Kassamba n'est pas leader d'opinion. Donc, c'est fait ça la réalité. La réalité, actuellement, pour eux, c'est que c'est eux qui doivent gérer la République. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Mais la question de l'accompagnement ou de l'apport de tout le monde, ça ne se fera pas par un dialogue humanitaire, comme il est dit. Non. Déjà, il faut dire, lorsque l'État échoue, lorsque l'État est irresponsable, il faut dire que l'État a échoué. Il ne faut pas applaudir, il ne faut pas l'aider. Aujourd'hui, vous avez cité le don qui vient de l'extérieur. Il y a le Japon qui promet de donner, les États-Unis qui a donné 400 000, M. Katumbi a donné 86 000. Mais quelle est la cote forte de l'État congolais? Pourtant, dans cet État congolais-là, nous avons un ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Monsieur le ministre Chopier de la continuité des services publics devait nous dire que pour le budget de 4 milliards qu'exécute actuellement l'État congolais, la cote-part réservée au ministère était d'autant. Et avec ça, je vais aller aider à l'Est, je vais aller aider à Goma. Mais quand ils ne le font pas, et d'autant plus qu'il ne faut pas l'ignorer, mais M. Kamerhe a le ministre dans le gouvernement, notamment celui qui s'occupe des questions budgétaires. Donc il devait d'abord demander à ce ministre, qu'est-ce que tu fais dans ce gouvernement-là pour aider à budgétiser les ressources ou les aides? Et si et seulement si cela est fait, nous pouvons nous dire, bon voilà, notre État a fait, il s'est limité à tel endroit et nous prenons les relais. Mais quand l'État ne fait pas ou quand l'État fait mal, nous ne devons pas venir ici applaudir, voilà, nous entrons vers une consultation ou une concertation voulue humanitaire pour aider l'État. Non, l'État, on ne l'aide pas parce que l'État a tout le pouvoir. Il a la contrainte publique, il a les moyens de l'État, il a les finances de l'État, il a tout. Et avec ça, nous attendons de lui une politique à même de répondre aux besoins de la population. Maître Jonathan Bélé, je rappelle que vous êtes président pour l'amour du Congo, vous êtes de la MOUCA, proche Martin Fayulu, et Mouzitou, parlons de la question de la gestion de sinistrés à Goma. Pensez-vous que notre État n'a pas répondu favorablement par rapport à la tâche qui lui est due? Déjà, il faut le dire, l'État congolais n'a pas été très responsable, il n'a pas été sérieux. Déjà, mais c'est fort quand même. Je l'ai dit et je veux me justifier. Okay. C'est depuis le 13 octobre 2020 que le magazine américain au nom de Science Mag a alerté. Les documents sont sur Internet, tout le monde peut chercher. Il a alerté sur de probables éruptions du volcan Nyiragongo. Et les 14, donc un jour après, un journal en ligne
à Goma, dont le nom de Goma Fleva, a relayé pour dire voilà, nous avons lu et nous publions. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État dit non, l'éruption du volcan obéit à un cycle long. Comme ça, le dernier était en 2002, il faut l'attendre peut-être en 2024-25. L'État n'a pas été prévoyant parce que la menace était là. Il y a de ces gens-là qui ont dénoncé. L'État devait peut-être construire des tentes ou construire des abris pour accueillir des réfugiés parce que nous ne savons pas quand est-ce que ça allait arriver. Donc il n'y a pas eu le mesure préventive. Donc notre État était distrait selon vous. L'État était irresponsable, il ne faut pas dire distrait, irresponsable. Et je cite encore, pour plus de 6 mois, la structure ou l'institution qui gère l'observatoire, l'OVG, n'a pas bénéficié de connexions Internet pendant 6 mois. Vous imaginez un peu. Donc, la structure qui doit gérer la sécurité et le vide de Congolais, vous le privez de connexion Internet. Pourtant, la présidence, il y a des dépassements budgétaires. Pourtant, la présidence, on a très peu les salaires de Mais le chef de l'État avait promis quand même aux étudiants Wi-Fi, donc il y avait la possibilité de doter à l'OVG quand même il faut dire aux citoyens dirigeants que la connexion Wi-Fi n'est pas égale à Internet. Internet, c'est un forfait. C'est comme tu as ton téléphone, là tu as Wi-Fi. Mais si tu n'as pas de forfait, tu ne le partages pas avec moi. Ou connexion. Donc la volonté, il était du côté de l'État de doter quand même aux étudiants le moyen pour... Voilà. Avant de faire la volonté, il faut poser des actes. Les actes, c'est d'abord avoir une institution qui est là, l'OVG. Il fallait lui donner la connexion. En plus de cela, l'OVG avait de matériel venu de l'Europe, sur pied d'un don, bloqué dans nos douanes ici, qu'on a malheureusement libéré qu'après qu'il est mort d'homme. Vous imaginez ça? Aujourd'hui encore, le numéro vert qui est disponible pour ceux qui cherchent encore le leur, c'est le numéro que la MONUSCO a donné. Vous imaginez un peu? Donc ma République est en train de faillir parce qu'il y a ces personnes-là qui ne comprennent pas quel est leur rôle. Parce que nous avons quand même le chef de l'État a interrompu sa tournée et il a délégué plus de 6 ministres du gouvernement à Goma pour aller suivre la situation de près. Pensez-vous que notre État est irresponsable de telle manière qu'il n'y a même pas un numéro de la part de notre gouvernement pour qu'il y ait une rencontre de ceux qui n'arrivent pas à se rencontrer? Ça c'est fort, maître. En fait, moi je vous donne des éléments. Je vous donne des éléments précis et vérifiables. À ce jour, je sais que les États-Unis donnent 400 millions. Je sais que M. Katoum donne 86 millions. Je sais que le Japon a promis d'envoyer de l'aide. Dans 4 jours ici, selon le ministre des Affaires sociales. Je sais que ma République a apporté des tôles, de pain, du sucre et de l'eau. Tu donnes le tôle aux personnes qui sont disséminées pour 3 villes. On a parlé de Gisenyi, on a parlé de Rutshuru et une partie de Bukavu. Et les endroits choisis par l'État pour qu'ils hérissent des tentes, c'est où? Ce fait-là des questions simples, Delphin. Si on pose des questions, voilà, l'État nous donne des tôles, mais on va construire où? Vous conviendrez avec moi que c'est depuis hier que la population tente de regagner Goma. Pourtant, il y a encore une menace à Goma. Les larves qui ont coulé tout au long de Goma dégagent du dioxyde de silicium, qui du reste est un acide. Et ça a même traversé pour les lacs. Et dans les lacs, là, au-dessus, nous avons les larves. En bas, nous avons les gaz méthane. La fusion fera que les gaz méthane vont monter, il y aura explosion. Nous risquons de vivre la situation qu'a vécu le Cameroun aux années 1982. Maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déjà sur pied de ce moment que l'État sérieux envoie des agents pour dégager ces larves-là. Et c'est seulement après que ces larves-là aient été dégagées que nous aurions dit déjà prévenir. Mais l'État ne le fait pas. Vous pensez-vous que c'est avec du sucre qu'on ne donne pas de manière régulière? Parce qu'il faut le dire, ceux qui sont au Rwanda mangent 3 fois la journée et ceux qui sont au Congo, je ne sais pas s'ils mangent déjà 2 fois la journée. C'est déjà là toutes les questions. Les déplacements, nous sommes d'accord, mais pour quelle fin, pour quel rendement? Maître Jonathan, si je vous comprends bien, vous vous inquiétez pour la population de Goma. Vous dites ici que nous avons un État, donc l'État est tellement irresponsable de telle manière qu'il n'arrive pas même à prendre en charge sa propre population de Goma. Oui, mais il y a des évidences. Je vous ai dit ici, depuis maintenant plus de 4 jours, plus de 5 jours que les larves circulent là, qui ont déjà enlevé les larves? Sauf ça la question, les larves sont-elles là, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on a déjà pris soin de prendre des mesures urgentes? Non. La question de l'exploitation du gaz méthane, les Rwandais exploitent les leurs. Et nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons. Mais la rencontre de ces gaz silicium-là et les gaz méthane, c'est de l'explosion qui va venir dans le temps. Et qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, si la population décide de rentrer vers
vers Goma. C'est encore un danger parce que la menace est encore là, la menace elle est encore permanente. Mais pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà prendre des précautions pour éviter que ça arrive. Donc la gestion d'après le volcan n'est pas très opérationnalisée par l'État congolais. C'est pourquoi nous l'invitons à prendre du courage à bras le corps. Parce que je l'ai dit ici, les gouvernements dits de Warrior possèdent en son sein un ministère qu'on appelle ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Celui-là est censé prévoir et nous éviter les catastrophes. Et si pas nous éviter, limiter ne serait-ce les dégâts. Mais qu'est-ce que celui-là fait à ce moment? C'est la question. Voilà, je rappelle sur ces plateaux, comme on annonce au début de cette émission, la présence de monsieur Papicho Olenga, lui qui est coordonnateur d'un structure Osons les changements. Il est là avec nous, il est de la diaspora. Monsieur Papicho Olenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous avez été réclamé sur ces plateaux par le public parce qu'on avait fait avec vous une émission la fois passée. Nous parlons d'un sujet important, la gestion des sinistrés à Goma. Vous savez très bien qu'il y avait eu une catastrophe naturelle. En deuxième lieu, nous allons parler à quand le peuple d'abord. Et en troisième lieu, nous allons parler de la congolité. Vous êtes venu en retard. Maître Jonathan Mbele dit que nous avons un État, donc un État irresponsable qui n'arrive pas à prendre la situation en main. Je rappelle qu'il est de l'opposition, proche Martin Fayoulou et Mouzitou. Quelle est votre lecture de la gestion de sinistrés de Goma? Merci d'abord à mon cher frère de penser à m'inviter à cette émission. Je salue tous vos téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur. Okay. Je tiens à saluer d'abord l'élan des solidarités nationales, tant qu'internationales, qui s'organisent pour venir en aide à la population déplacée et pour subvenir aux besoins physiologiques de sinistrés. Je tiens à saluer cet élan et je dois aussi épingler quelques failles au niveau de l'organisation, de la gestion avant, pendant et après la crise, tant du côté de Warrior, du gouvernement, que du côté du gouvernement national et provincial. Cela prouve qu'il n'y a pas eu une prise en charge concertée responsable de la crise. Parce qu'il y a trois éléments capitaux, trois étapes cruciales qu'il faut en tenir compte lorsque une crise de nature naturelle survienne. Okay. Il y a d'abord l'avant-crise, pendant la crise et l'après-crise. Okay. Alors ces trois étapes n'ont pas été prises en compte, c'est ce qu'on appelle de la gestion prospective, la gestion corrective et la gestion réactive. Alors ces trois éléments n'ont pas été pris par le gouvernement national et le gouvernement provincial. Donc c'est ce qui a fait que nous avons l'impression que les mesures prises au niveau du gouvernement ne sont pas efficaces. Donc vous avez senti la légèreté de la part de notre gouvernement, si je comprends bien. La légèreté, c'est vrai qu'ils essaient de faire de leur mieux, hein, mais vous savez, il faut que nous tous, faut pas laisser la responsabilité de la prise en charge de cette catastrophe qu'au gouvernement. Il y a aussi la société civile qui doit se mobiliser. Il y a d'autres partenaires aussi qui doivent se mobiliser. Il y a aussi la part de l'opposition parce qu'on a demandé une caisse de solidarité. Pensez-vous que l'opposition, à ces moments, peuvent laisser d'abord ses armes et puis chercher à aider ceux qui sont en détresse? Mais nous devons faire front commun, mon cher ami. Dans d'autres pays, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de la majorité. C'est le peuple qui fait front commun pour aider la population, pour aider les zones sinistrées. Et surtout que nous sommes dans une zone qui est à haute, menace sismique.
Non, la sismicité de cette partie du Congo est fort élevée. Et donc, il y a encore des risques, hein, parce que j'ai suivi tout à l'heure RFI qui disait qu'il y a encore des risques que le volcan entre encore en éruption pour une nouvelle fois. Donc, de quel apport que vous voulez de la part de l'opposition? Parce que l'opposition, la Mouka ici ne gère pas. Oui, mais ce n'est pas question de gérer, c'est question de sensibiliser et ceux qui croient à l'opposition et ceux qui croient à la majorité pour faire un front commun. Vous voyez? Pour faire un front commun et subvenir aux besoins physiologiques de la population déplacée. Merci, Monsieur Papicho Olinga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Osons les changements. Vous nous venez de la diaspora. Maître Jonathan Bell, vous êtes de l'opposition. Vous avez écouté Monsieur Olinga qui dit, vous aussi opposition, vous devez contribuer. Il n'y a pas qu'avec l'argent, il y a plusieurs moyens de contribuer, mais apparemment, vous jetez l'éponge qu'au gouvernement. Déjà, il faut dire une chose, cher Dolphin. Le problème n'est pas de contribuer ou pas. Le problème, c'est de situer d'abord les chaînes de responsabilité. Je l'ai dit ici. Certes, il est vrai que cette catastrophe est voulu être naturelle, mais dont on pouvait limiter les dégâts si et seulement si nous avions eu en son temps un état sérieux. Pourquoi? Parce que depuis le 13 octobre 2020, nous avons été alertés et nous n'avons rien fait, nous n'avons pas agi. Depuis plus de 7 mois maintenant, l'OVG qui est censé gérer ces volcans n'a pas bénéficié d'une connexion Internet. Maintenant, lorsque l'État échoue, vous m'appelez moi peuple, qui du reste ne bénéficie pas de moyens de l'État, parce que l'État est le seul à avoir l'armée, la police, les finances, tout. Il a tous les moyens pour me protéger moi. Mais lorsque lui qui a tout échoue, moi je ferai quoi? Il faut le dire, la presse, l'État en a. L'État peut imposer à toutes les chaînes. C'est ce qui est fait maintenant, là, qu'on soutient tous l'état de siège. Il pouvait imposer également qu'il y ait des messages de sensibilisation. Et moi, qui du reste, n'est là principalement pour voir sa gestion et les critiquer, vous demandez d'apporter à contribution. Je ferai quoi? Je donnerai des moyens à la place de l'État qui en a. Ou je me déplacerai pour aller là-bas à la place de l'État qui a des moyens. Si vous faites là toutes des questions, il est certes vrai, ceux qui perdent ou ceux qui sont tombés là sont nos compatriotes, pour la plupart sont nos électeurs, parce qu'il faut dire que M. Tshisekedi n'a pas été voté dans ces deux coins-là. Beni Boutembo n'ont pas voté. Ça, il faut rappeler. Il n'a pas la légitimité. La constitution est claire. Tous les Congolais ont le droit de voter. Quand Beni Boutembo et Yumbi ne votent pas, vous pensez que ces élections-là sont crédibles? Voilà pourquoi ils ne se déplacent pas pour aller. Moi, j'ai posé une question. Les trois territoires clés de province qui ne votent pas. Ils sont moins congolais que... Merci. Monsieur Lenga, je rappelle que vous êtes de la diaspora. Ouais. Vous étiez farouchement contre Joseph Kabila Kabange. Vous pensez que c'est lui qui bloquait, c'est lui qui était le mal profond de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Félix au pouvoir, en écoutant la Mouka apparemment, Félix n'arrive pas aussi à relever les défis. Donc, il est aussi irresponsable parce que le gouvernement n'arrive pas à donner les solutions selon Maître Mbele. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer dans ces débats, dans ces clivages opposition, majorité. Moi j'essaye. Voilà, ça c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on essaye de construire le pont, de construire les passerelles pour trouver ensemble des pistes de solutions pragmatiques et possibles pour sortir le pays du gouffre. Ce qui est arrivé, la catastrophe naturelle quand elle arrive, elle n'avertit pas la Mouka, elle n'avertit pas l'opposition, la majorité présidentielle, elle arrive. Mais les initiatives quand même, le courage, l'amour de bien faire, si c'était Faïlou, pour eux peut-être on allait avoir la solution le plus vite possible, parce que c'est Tshisekedi, apparemment les choses marchent avec... Mais je pense qu'il y a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des solutions, de mesures qui ont été prises par le gouvernement. De Warrior. Comme tu l'as dit, de Warrior, mais simplement il y a un couac au niveau de l'efficacité de ces mesures prises. Je l'ai dit dernièrement, il a fallu s'assurer d'abord de l'applicabilité et de l'efficacité des mesures prises pour subvenir aux besoins de la population. En ce moment-ci, je pense qu'il nous faut dépasser les clivages. Il nous faut dépasser les intérêts des boutiques politique pour voir tous d'un œil dans la même direction, qu'il nous faut sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale
pour subvenir aux besoins de la population sinistrée de Goma. De Goma, voilà. Maître Jonathan Bellé, le temps nous fait défaut. Nous allons passer à la deuxième thématique. Quelle est la réforme efficace que les RDC peuvent avoir pour qu'en 2023, qu'on ait les bonnes élections, les élections qui ne vont pas faire couler les sangs? Noël Tchani pense aussi à mettre une proposition, une loi en place, parce qu'il a proposé, il a parlé de la congolité, fait que Congolais des pères et des mères, vous, la Mouka, et cette loi vous met à l'aise par rapport aux élections de 2023. Bien, merci. Un instant, mon frère, avant de clore ce chapitre sur la catastrophe naturelle, parce que j'ai entendu Maître s'opposer à tout ce que faisait le gouvernement, j'aimerais aussi qu'il propose, parce qu'on ne peut pas s'opposer tout le temps sans proposer. C'est de l'anarchie, ça. Et nous sommes venus avec une proposition. Donc l'opposition critique, mais ne propose pas. Il faut proposer. À chaque fois qu'il y a une critique, c'est bien une critique constructive. Okay. Il faut proposer. Donc quand vous vous opposez, il faut proposer. C'est de cette manière que nous pourrons construire ces pays. Parce que le but, ce n'est pas de jeter l'anathème sur les autres. Le but, ce n'est pas de couper les têtes des autres. Le but, c'est de construire ensemble ces pays. Et quand il arrive une catastrophe naturelle, c'est de voir ensemble les possibilités, les pistes de solutions opérationnelles, pragmatiques que nous pouvons mettre ensemble pour subvenir. Donc, vous êtes contre la manière de faire de notre opposition. Pour aider la population de Goma. Voilà pourquoi nous avons pensé à proposer un système national de défense civile. Okay. Je ne sais pas si ça existe déjà dans ce pays, mais c'est important de mettre en place un système national de défense civile qui a pour but de protéger la population, de prévenir les risques de catastrophes naturelles, de prévenir les dangers et aussi d'apporter de l'aide. Donc en reconstruisant, par exemple, ce qui a été détruit pendant la catastrophe. Je pense qu'il faut mener une opposition de proposition et de construction positive. Pas une opposition radicale. Voilà, Maître Jonathan, vous allez répondre à cette question parce que lui s'inquiète, il est de la diaspora. Il faut quand même changer la manière de faire l'opposition et la politique. Vous critiquez, oui, mais il faut aussi proposer pour aider ceux qui dirigent à donner quand même des solutions. Répondez à la question de la congolité, vous pouvez payer les arriérés si vous estimez qu'il y a... Mais merci beaucoup, cher Dolphin. Je l'ai toujours dit avec nos amis qui arrivent, c'est qu'ils ont eu l'avantage, c'est de vivre dans deux pays organisés, dans deux pays structurés, dans deux pays où l'État est responsable. Et quand ils arrivent ici, ils trouvent de l'anarchie. Mais pour le besoin de vouloir aider les héritiers de l'anarchie, des fois, ils arrivent à oublier ce qu'eux ont vécu ailleurs. Étienne Tshisekedi disait en son temps, être responsable, c'est une responsabilité et non un privilège. Ça, c'est le dicton le plus entendu de Étienne Tshisekedi. Il est répété souvent. Okay. On nous parle ici de mesures sérieuses prises par ces gens-là qu'on appelle warriors. Moi, je vais donner deux exemples. Et je donne des éléments comme j'ai l'habitude de le faire. Okay. Pour ceux qui sont au Rwanda, chers frères, on leur donne à manger 3 fois la journée. Ils ont droit à 2 litres d'eau par jour. Ils mangent 3 fois, ils ont droit à 2 litres d'eau par jour. Ceux qui sont ici chez nous, vérifiés et authentiques, hormis le premier don donné par ceux qui se disent être des warriors, ils ne reçoivent plus rien. Vérifiés, authentiques. Aujourd'hui, ils sont en voie de rentrer à Goma. Seule mesure prise, qui du reste est salutaire pour les warriors, c'est la fermeture des aéroports. Vous nous demandez à nous de proposer, si j'étais au gouvernement, je demanderais que le ministre des Affaires sociales soit interpellé. Qui vienne dire à l'émanation nationale, au Parlement, quelle est la quote-part actuellement exécutée dans le budget de son ministère. Parce que quand on élabore un budget, c'est tous les ministres qui concourent. Et chacun dit que pour bien mener mes actions dans mon secteur, j'aurais besoin de 20 francs, j'aurais besoin de 10 francs. Et les ministres des Affaires sociales, bien qu'il vienne dans le gouvernement des warriors, mais sur pied de la continuité des services publics, il devait nous dire quelle est la quote-part réservée à son ministère. Mais M. Moutinga, quand même, c'est un homme expérimenté. Voilà, qui vient nous dire quelle est la quote-part qu'il a. Okay. C'est déjà une question. Deuxièmement, quand les catastrophes naturelles arrivent, comme vous le dites là, on commence par réduire les trains de vie des institutions.
Les conseillers qui aujourd'hui ont les triples des salaires qui touchaient lorsque M. Kabila était au pouvoir devaient accepter de donner chacun les deux doubles de leur salaire pour survenir au problème. Là, c'est le 1. La dotation présidentielle, si seulement si moi j'étais là, je demanderais au président de ne pas prendre le mois de mai. Pour survenir aux besoins. Troisième proposition. Troisième proposition, s'il vous plaît. Nous sommes pendant une tragédie naturelle. Ok. Allez, parce que les dons arrivent, on peut mobiliser le fonds ici. Ok. Troisième proposition, et ce sera la dernière. Quand les catastrophes naturelles comme ça arrivent, on voit après. Vous avez bien élucidé les étapes. Maintenant, nous sommes sous la menace du gaz méthane. Le gouvernement n'a pas encore vidé les larves sur les routes de Goma. Qu'est-ce que nous pouvons dire ensemble, les chers frères? C'est que demain, nous voulions que les gaz méthane soient en ébullition avec les silicium, les dioxydes de silicium, et que ça éclate, nous puissions subir ce qu'a subi les Cameroun en 82. Donc l'État n'est pas anticipant. Là, donc nous avons un État suicidaire. Il n'est pas responsable. C'est ça le mot. J'arrive à la question de Noël Tchani. Ok. Monsieur Tchani, j'ai des petits conseils à le prodiguer. La première, c'est qu'il doit trouver la constitution de mon pays. Il doit l'acheter et l'avoir sur lui. Deuxièmement, il doit J'étais avec lui sur ces plateaux, il a sa constitution. Okay. Il m'a parlé de l'article 19. Merci. Deuxièmement, il doit avoir la loi sur la nationalité de 2004. Ça aussi, vous l'avez avec? Non. Troisième élément, il doit avoir les rapports Nanga. C'est que Nanga a donné comme liste de tous les Congolais qui détenaient encore la double nationalité jusqu'à postuler en 2018. Et aussi les rapports de la DGM sur tous ces Congolais-là qui détenaient la double nationalité. S'il a ces 4 éléments, il va commencer maintenant à les compulser. En lisant la loi sur la nationalité, il trouvera que nous avons résolu le problème que lui tente de résoudre maintenant. Le problème de la Congolais. Parce que nous avons donné 3 possibilités de modalité d'acquisition de la nationalité congolaise. Soit de père et de mère, soit d'être né sur le sol congolais, soit d'avoir un des parents congolais. Nous avons vidé la question. Et il dit, je ne sais pas si c'est ce que moi j'ai compris ou ce n'est pas ce que j'ai compris, il dit que c'est pour la loi électorale d'abord, pour concourir. Mais il faut nous dire une chose. La loi électorale obéit à quoi? À la loi des lois. C'est quoi la loi des lois? C'est la Constitution de la République. Si la Constitution tranche une question et la loi sur la CENI, la loi sur les élections doit venir abroger, c'est une question qu'il faut élucider. Deuxièmement, M. Tchani doit nous dire, cette loi-là apportera quoi de bénéfique au peuple? Parce que dans les États sérieux, toutes les lois, toutes les mesures sont prises au profit et au bénéfice du peuple. Le peuple gagnera quoi aujourd'hui si on verrouille cette disposition-là? Troisième élément, M. Tchani doit nous dire pourquoi le plan Marshall n'est pas mis en contribution pour les sociales du peuple. Parce que lorsqu'il battait campagne pour laquelle il était incapable d'avoir 15 voix, il promouvait la question du social du peuple. Aujourd'hui, le peuple souffre. Pourquoi ne pas faire cette mutation-là du plan Marshall vers un plan qui aboutira au social du peuple? Ça, il ne le fait pas. Merci. Et nous demanderons à M. Tchani également d'être sûr qu'il n'aura même pas dit Congolais qui vont signer cette pétition-là. Parce qu'étant pas parlementaire, pour déposer ça, il faut avoir 5 000 signatures. Merci. Voilà, je précise quelque chose. Hein. J'étais avec Noël Tchani sur ces plateaux et il m'avait dit, concernant les plans Marshall, cette intelligence est entre sa main. Tout celui qui veut mettre cette intelligence en application, il est prêt à lui donner, à l'aider. Donc, tout dépend de la volonté de celui qui dérange. S'il vous plaît, tout dépend de la volonté de celui qui dérange. Mais je suis un peu contre de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et j'ai vu l'honorable Daniel Safou qui dit si cette loi passe, donc il y aura ceux qui vont signer leur certificat de décès. Donc, je ne sais pas si c'est une menace. Alors, Monsieur Olinga, vous êtes de la diaspora. Cette loi proposée par Noël Tchani de la Congolité, pensez-vous que c'est une loi qui écarte les autres, une loi qui énerve ou une loi qui est mal étudiée? Selon Maître Jonathan, apparemment, c'est une loi inutile. Tu le mentionnes souvent que je suis de la diaspora, mais je tiens à te rappeler que je suis congolais et je suis maintenant ici à Kinshasa. Ok. La question importante sur cette fameuse proposition de texte de loi émanant de notre frère Noël Tchani est-ce que c'est le prémisse de la généralisation de la violence identitaire ou c'est une nouvelle sensibilité nationale? C'est la plus grande question à se poser. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure. Que qu'est-ce qui nous apporte cette loi? Moi, j'ai suivi les interviews de Noël Tchani. Et je suis un des Congolais qui sait lire entre les lignes de propos de
De Noël Tchani. De M. Tchani, Ok. ou de ceux qui interviennent par rapport à ce texte. Il y a un principe de droit qui nous parle, une norme juridique qui stipule sur le fait que la loi doit être impersonnelle. Ok. C'est-à-dire, la loi ne doit pas viser un cas particulier. La loi est faite pour Être tout général, le citoyen, généraliser le tout. pour être général. En suivant en lisant et en suivant le propos, en lisant les textes de M. Tchani et en suivant son propos, j'ai l'impression qu'il y a un doigt accusateur pointé vers un possible challenger de son mentor, entre guillemets. Vous parlez de Moïse Katumbi, 2023. soyez clair, parce que Moïse Je Katumbi parle a répliqué, nous allons en parler. De Moïse Katumbi. Parce Ok. que M. Tchani nous a dit que il n'a pas candidaté en 2018, ou il a candidaté en 2018, mais il n'a pas battu campagne pour ne pas éparpiller le voix kassaïenne. Voilà. Au profit de Monsieur Antoine. M. Félix Tshisekedi. Donc je suppose que M. Tchani est en train de déblayer les terrains pour permettre à celui qu'il n'a pas voulu concurrencer en 2018 pour qu'il soit réélu en 2023. Donc, il y Moi, a... je peux vous C'est un rassurer. sous-traitant, si je comprends bien, Noël Tchani est dans la marmite de Tshisekedi pour travailler pour le pouvoir, si je comprends. Selon les autres aussi. Hein. Honnêtement, très cher frère, ce qui me dérange dans ce texte, c'est plutôt l'élaboration intellectuelle d'un concept qui tend à exclure l'exclusion. Et c'est très dangereux. Un peuple lucide et clairvoyant doit se servir de l'histoire pour éviter les échecs, pour éviter le division. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire et du Kosovo nous prouve à suffisance que l'exclusion des textes de loi à caractère personnel qui tend à exclure finit par des crises graves Je identitaires vous rappelle ce que Noël Tchani qui se soldent. Attendez, je vous rappelle ce que Noël Tchani avait dit sur ces plateaux avec moi. Il dit notre pays est infiltré. Notre pays, on a eu des générales qui n'étaient pas des Congolais. Alors lui, il pense verrouiller d'abord ces postes prestigieux de la présidence. Peut-être que plus tard, on peut voir si les choses se calment. Parce que notre pays, il y a trop des tuyaux, il y a trop des passerelles. Alors il n'y a pas moyen de sécuriser d'abord. Honnêtement, mon cher frère, moi je ne crois pas trop à M. Tchani. Moi j'ai du mépris politique pour ces gens qui passent et qui disent de mensonges. Quand M. Tchani dit que c'est lui qui a présenté Moïse Katumbi à Étienne Tshisekedi, c'est un gros mensonge éhonté. Je connais un petit peu l'intimité de ce dossier parce que j'ai été à l'époque dans la diaspora et j'ai accompagné Papa Étienne, qui est mon héros. Je l'ai accompagné dans sa lutte pour la vérité des urnes. Je sais que Noël Tchani n'en est pour rien dans cette affaire qui a fait que M. Katumbi rencontre Papa Étienne Tshisekedi. Je ne suis pas non plus katumbiste, mais simplement... Et vous pensez que cette loi, pour le moment, cette loi est inutile, ça ne va pas apporter le fruit. Alors il faut mettre cette loi, cette proposition au tiroir. Si mais une proposition de loi qui divise toute la classe politique et les peuples. Au moment où nous faisons des efforts énormes pour avoir une... comment dire, pour avoir une convergence d'idées, pour avoir une cohésion de tout Congolais. Merci. Je lance un message. Normalement, je devais avoir M. Edouard sur ces plateaux cadres de l'UDPS, lui qui soutient la proposition de Noël Tchani. Tous c'est lui qui pense que Noël Tchani a raison, il veut participer à ces débats, il peut que
il peut seulement nous appeler, hein, nous écrire pour venir à ces plateaux. Nous allons vous recevoir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV et puis laissez vos messages sur notre chaîne YouTube. Nous allons les lire et puis vous répondre. Même, monsieur Jonathan Bélé, j'ai suivi Moïse Katumbi qui a dit les soi-disant intellectuels congolais chante notre hymne national sans pénétrer la profondeur de paroles qui se trouve dans notre hymne national. Nous sommes unis par l'essor et dans l'effort. Pensez-vous que cette loi va réellement diviser ou Noël Tchani a vu loin par rapport aux infiltrations? C'était aussi une manière de verrouiller ces postes prestigieux. Si et seulement si Monsieur Katumbi a parlé avec autant de légèreté sur les intellectuels congolais, je lui demanderai de les retirer. C'est quand on traite des intellectuels congolais de soi-disant intellectuels, c'est un mépris. Et ça, moi, je ne veux pas les cochonner ici. Mais la grande question ici, c'est... En fait, le prémisse, c'est ce que je vous ai dit en un temps, quand je demandais si M. Tchani avait la Constitution. Notre Constitution, dans son préambule, est claire. L'État congolais est un et indivisible. Nous avons voulu de cette unité pour bâtir au travers de notre hymne national un État fort. La question que je ne cesse de me poser du jour au jour, vous avez un Congolais, de père et de mère congolais, mais qui est incompétent. Il gère mal. Vous avez un Congolais qui est seulement de père congolais, mais intelligent, apte, habile et bourré de compétences. On préférera qui? Un médiocre en lieu de prendre un compétent? Si vous faites là des questions d'État, et M. Tchani devait nous aider sur ce point-là, il semblerait qu'il est professeur. Il semblerait. Mais aujourd'hui, j'insiste et je persiste. Depuis plus de 2 ans, dont nous avons hérité de ces hold-up électoraux, quelle est la loi ou les lois votées de ces 2 institutions, Parlement, au profit du peuple? Là, je parle de ces types qu'on appelle députés qui se donnent le droit de menacer les gens sur Internet. Lui, comme député, quelle est l'initiative nécessaire d'un contrôle parlementaire qu'il a pris et qui profite au peuple? Mais il a été à Minembwe, on a vu Daniel Safou dans la délégation. Et, vous pensez que Daniel Safou, il n'est pas suffisamment outillé pour proposer les lois à l'Assemblée nationale? Merci, je n'ai pas dit ça. À Minembwe, c'était une mission de l'Assemblée nationale. Certains l'interprètent mal. Ce n'était pas sur initiative de M. Safou. Non. C'est la commission de défense de l'Assemblée nationale qui est descendue sur place. Ça, les Congolais doivent l'avoir particulièrement, c'est de Moamba. Parce que c'est où on vous a trompé et vous avez donné des voix à des gens qui ne méritaient pas. Aujourd'hui, la mission reconnue à un député de par la volonté de notre Constitution, c'est faire le contrôle. Ça veut dire que ceux qui gouvernent doivent être inquiétés à tout moment. Parce qu'ils ne gouvernent pas, ils ne gèrent pas leurs fonds, mais ils gèrent les fonds de l'État. 2, légiférer les lois. Et ces lois-là doivent profiter à qui? Au peuple. 3, éventuellement, la mission de contrôle parlementaire. C'est la mission reconnue à un député. Et moi, je pose la question, depuis plus de 2 ans maintenant, c'est quoi la loi qui a quitté l'institution Parlement et dont le peuple bénéficiait? Nous payons abusivement l'UPR ici. Je vous rafraîchis votre mémoire quand même. Il y a la loi sous Mabunda de F. Bazaïba quand même pour les handicapés. Cette loi-là n'est jamais sortie de l'Assemblée nationale. Mais ça a été quand même... Je vous parle ici comme politique. Et les propos que je sors ici peuvent me lier. Voilà. Je vais chuter par là. 5 secondes. L'état de siège, de par l'article 140 et 145 de la Constitution, doivent être accompagnés d'une loi. Et nous sommes là à la prolongation, la loi n'est pas sortie. Mais le député Juvenal Moulobo, il a dit quand même il faut accompagner cet état de siège. Nous l'accompagnons, mais la Constitution dit quoi? Que l'ordonnance proclamant l'état de siège doit être accompagnée d'une loi. C'est pas moi, c'est la loi. Mais le gouvernement a saisi quand même le Parlement. Voilà, depuis maintenant plus de 3 semaines. Parce que le gouvernement a encore saisi hier pour demander la prolongation. Et la loi n'est toujours pas là. Dans l'entretemps, il y a les assauts militaires qui sont opérés, il y a des attaques, il y a des opérations de grande envergure. S'il y a des actes de dérapage, qui en répond?
ne seront pas surpris après 6 mois, après 3 mois de voir des rapports qui coulent pour dire que dans tel endroit, il y a une violation des droits de l'homme. Alors vous pensez que c'est ceux qui nous dirigent? Nos législateurs ne font pas leur travail. C'est clair. Voilà, monsieur Papicho Olenga, avant que nous puissions chuter avec ces derniers points, parce que le ministre nous fait défaut, nous parlons des réformes efficaces pour éviter que les sangs coulent en 2023. Il y a quand même la proposition de loi de l'honorable Lutundula. Pensez-vous que cette proposition de loi peut quand même fédérer tout le monde, mettre tout le monde à l'aise, afin qu'il y ait l'équilibre même dans la CENI? Avant de répondre à la question sur la proposition de loi de M. Lutundula, j'aimerais dire aux Congolais qu'ils doivent savoir que la loi Tchani est une menace sérieuse contre l'équilibre politique du pays. Après que nous ayons connu... Il y a autant de gens de l'UDPS qui soutiennent cette loi, à ma connaissance. Mais je l'ai dit à Tchani et à tous ceux qui l'envoient, au fait. Après que nous ayons connu des guerres d'occupation de nos terres à l'est du pays, nous ne voulons plus de guerre ou d'une guerre à caractère identitaire. Si un candidat étranger se présente à la magistrature suprême, nous croyons à la maturité politique de ces peuples pour les sanctionner. Il n'est pas question qu'un individu, d'ailleurs mon co-débatteur l'a très bien dit, que cette question de nationalité a été traitée dans la Constitution actuelle, dans son article 10. Il a parlé des hypothèses, il y a 3 hypothèses, mais Noël Tchani veut qu'il y ait seulement une seule hypothèse, donc ces principes-là de nationalité des pères et des mères. Enlevez d'abord d'autres là, on verra ça après. Quand vous prenez des éléments politiques et des facteurs identitaires, quand ils se combinent, nous ne sommes pas très loin d'une guerre identitaire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé au Kosovo. Vous avez peur que ce qui s'est passé même en Côte d'Ivoire ici, que ça se répète dans la proposition des textes Tchani, c'est vrai que en le suivant, apparemment, elle vise une personne. Mais je sais qu'il n'y a pas que... Mais lui ne vise personne, il dit il vise personne, la loi est impersonnelle. Alors, la proposition Lutundula, on est presque à la fin. Alors, je ne suis pas assez documenté par rapport à cette proposition. Je ne sais pas de quoi il s'agit, de ce qu'il veut exactement. Et pour ne pas... que le bureau de la CENI soit équilibré, qu'il y ait 5-5-5, à moins que je me trompe. Nous, ce qu'on peut proposer, nous, au sein de la structure Osons le changement, ce qu'on peut proposer, c'est la dépolitisation de la CENI. Parce que cette institution d'appui à la démocratie, depuis sa création, elle a toujours été politisée. Voilà pourquoi lui, il a pensé que la majorité peut avoir 5 personnes au bureau, et la société civile 5, et l'opposition 5. Comme ça, il y aura l'équilibre. Non, pas du tout. Moi, je ne parle pas de l'équilibre. Je parle plutôt de la dépolitisation. Parce que si vous parlez de l'équilibre, c'est-à-dire ce que vous dites là, 5 de la majorité, 5 de ceci, 5 de l'opposition et de la société civile. C'est-à-dire qu'elle est politisée. La société civile, les indépendants, en réalité, ici, ils ont un penchant politique qui ne sont pas peut-être manifestes, mais nous l'avons vu avec les régimes précédents. Des gens qu'on mettait, soi-disant qui provenaient de la société civile ou des indépendants, nous nous sommes rendus compte qu'ils portaient une casquette politique. Le travail de fond qu'il faut faire, il faut dépolitiser cette institution. Il faut mettre à la tête de cette institution des animateurs consciencieux, de gens qui ne viendront pas proclamer les non-élus au détriment des élus. Et c'est ça qui fait que ces pays, nous continuons toujours à vivre une crise. Mais Kabila quand même avait fait cela, il avait mis à la tête de cette institution, rien que les hommes de l'église. Il y avait mais tous ces gens que Kabila a nommés, tous ces gens que Kabila a nommés, tous ces gens que Kabila a nommés, c'est des gens qui faisaient partie de sa chapelle politique. En 2011, vous ne me direz pas que Kabila a gagné face à notre euro, Papa Etienne Tshisekedi. Pas du tout. Il a été largement battu, ridiculisé. Il a été sévèrement sanctionné.
Mais qu'est-ce que le responsable, le président de la CENI de l'époque a dit? Qu'est-ce qu'il a proclamé? Et en 2018, vous pensez que c'est Fayulu qui avait gagné? Non, moi je ne suis pas dans ce... Parce que vous parlez que l'institution est politisée, parce que les gens de Fayulu pensent que Nanga avait tout simplement donné le voix de Fayulu à Tshisekedi. Donc, vous êtes aussi dans... Non, dans non, cette non, non, logique. non, faut pas... Non, 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 non. C'est dangereux ce que vous dites. Non, non, je sais pas poser la question. C'est dangereux ce que vous dites. Moi, je ne dirais pas que c'est telle ou telle personne qui a gagné. Merci. Hein? Et je ne dirais pas le contraire de ce qui est connu par tout le Congolais. Le contraire, c'est quoi? Laissez-moi parler. On est presque à la fin. J'ai dit simplement que nous sommes à un moment crucial du devenir de ces pays et qu'il nous faut tous avoir une grille de lecture commune pour sortir Merci. le peuple congolais de la misère et de l'extrême pauvreté. Parce que vous parlez de la pauvreté et de la misère, nous chutons avec ces sujets ici, il nous reste quelques minutes. Je commence par vous, maître Jonathan Bellé. On avait parlé à quand le peuple d'abord. Les chefs de l'État avaient promis que la RDC sera l'Allemagne de l'Afrique. Il y aura pas les contrats, donc les inégalités sociales ne va pas exister. Le peuple deviendra des millionnaires, donc le peuple va se retrouver facilement. 2 ans après, sentez-vous quand même cette volonté et l'application de peuple d'abord sur terrain? Déjà, vous comprendrez avec moi vous-même que ça vous est difficile de vous arrêter face à une litanie de promesses que vous avez entendues de lui. Il a promis de faire de millionnaires, mais nous comprenons que les millionnaires sont à la présidence. C'est ce que vous avez compris ou c'est la réalité? Monsieur Kabila qui a mal géré, payé un salaire X à ses conseillers, vous arrivez, vous triplez. Monsieur Kabila qui avait mal géré, son directeur de cabinet n'avait pas les rangs de vice-premier ministre. Monsieur Kabila qui avait mal géré a fini son gouvernement sans avoir un gouvernement de plus de 66 membres. Monsieur Kabila qui a mal géré n'a jamais puisé sur la réserve. Vous comprenez avec moi qu'il s'agit là de la lecture de chapelet de bonnes intentions. Mais je vais quand même me sentir mal à l'aise si je ne réagis pas rapidement sur la question de la loi Lutundula. Okay. Vous savez ce qui s'est passé en Assemblée nationale par la commission PAJ? C'est vraiment à dénoncer en fait. Parce que nous ne comprenons pas que depuis plusieurs années maintenant, nous utilisons pour le bureau de la CENI 6 membres. Et M. Mbata, qui est le président de la commission, nous propose 7. Pour nous dire que le deuxième vice-président va être occupé par celle de l'opposition. Nous posons la question, quels seront les attributs de ce deuxième vice-président? Parce que nous savons déjà que le premier vice-président a la charge de l'administration de la CENI. De postes de trop. Deuxième élément, il nous dit que les responsables de la CENI seront passibles d'être entendus et jugés devant les conseils d'État. La constitution que j'ai ici dit clairement que les conseils d'État et les juges administratifs. Et si c'est fait que le membre de la CENI commette des infractions pénales, le Conseil d'État va violer ses attributs constitutionnels pour connaître de cela. Troisième élément, M. Mbata nous dit qu'il est impossible de dépolitiser la CENI parce que la CENI est investie par des politiques. Donc, M. Mbata veut nous faire comprendre que les combats que nous avons menés à San City pour dire que nous n'avons pas confiance entre nous, nous décidons de donner l'organisation de la CENI par la société civile et principalement par les églises, c'était un travail vain. Parce qu'il nous confirme à travers ses propos que même à l'église, la politique a la main. Et c'est ce que nous avons toujours fustigé, c'est ce que nous avons toujours condamné avec le président Martin Fayulu. Voilà pourquoi lorsque nous proposons notre proposition, nous avons dit que nous voulons que la présidence de la CENI soit gérée de manière rotative par les confessions religieuses. Il y en a 7. Si les 7 là se décident, bon, il y en a 8. Il y en a 8, bon, prenons 8. Les 8, nous allons gérer la CENI pour 6 mois, 6 mois, 6 mois. Toi, tu vas commencer, moi, je vais continuer. Il se fera que celui qui va proclamer les élections, par exemple, ne pourra pas être celui qui est préparé par les camps au pouvoir ou les camps de l'opposition. C'est en fait les stratagèmes que nous avons mis pour éviter les chaos. Deuxième élément, nous avons dit que la CENI devait avoir un compte à lui. Pourquoi? Parce que s'il a un compte, nous savons l'auditer, nous savons les tracer au travers de ses dépenses. Mais la commission ne nous dit pas. Donc cette proposition va tenter d'être passée par force au travers de cette catastrophe naturelle pour nous épargner la vérité dans les jours à venir. Mais pour la question de quand le peuple est d'accord. Une minute. Vous savez, je l'ai dit ici, l'arrivée au pouvoir des citoyens dirigeants, il a battu campagne avec un slogan, vaincre la pauvreté.
Mais depuis qu'il est là, une boîte de tomates que nous achetons à 250 francs lorsque M. Kabila était là, pour lui, nous achetons à 450 francs. Les tissus économiques est détérioré. Le peu de ce qu'il y avait, tout le monde le disons, que c'est peu pour un grand pays comme le Congo, les MIA a été dilapidé au travers de programmes fantaisistes et budgétivores. Aujourd'hui, là, je poserai une question dont j'ai déjà la réponse, mais j'aimerais quand même les poser. Les programmes Tilé-Gelou, ils sont déjà à combien de kilomètres établis et érigés? Vous êtes journaliste. C'est des questions très questionnantes. Donc nous pensons que les peuples d'abord s'est métamorphosé au ventre d'abord, ce qui fait qu'aujourd'hui les conseils héritent des triplages de salaires. À la présidence, nous ne savons pas combien vaut la dotation présidentielle, parce qu'en France, par exemple, je sais que la dotation présidentielle pour le mois c'est 10 000 euros. Mais chez moi ici, je ne sais pas si c'est combien. Donc, vous pensez que le peuple d'abord, c'est de l'utopie, c'est de la poudre aux yeux. C'est un discours créé. Voilà, dépourvu de voilà, avant que je donne la parole à M. Papito Olenga, lui qui est de la structure Osons les changements, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. C'est votre manière de nous soutenir. Si vous avez aimé l'émission, c'est votre manière de nous soutenir. Abonnez-vous et suivez cette émission également à 20h30 sur une chaîne de la place TNT Movie Channel, et vous revenez sur PS TV à partir de 23h45, et demain jeudi vous allez encore nous suivre sur Movie Channel à 12h30. Ça c'est le programme de cette émission. Abonnez-vous. Alors monsieur Papito Olenga, on est presque à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ces concepts, de cet slogan, si je peux le dire ainsi, le peuple d'abord? Sentez-vous la volonté du gouvernement et quand même l'amélioration? Est-ce que vous sentez cela? Écoutez, je ne peux pas laisser dire mon frère certains propos qu'il a tenus par rapport vous avez le droit de répliquer à M. Félix. Je ne suis pas non plus partisan de l'UDPS ni son soutien. Moi, je suis un acteur, un activiste. Je vois ce qu'il est en train de faire. S'il y a à critiquer, nous critiquons énergiquement, et s'il y a à applaudir, ben, nous félicitons. Ce qu'il faut savoir est que M. Félix a hérité d'une situation calamiteuse. 18 années de gestion de la Kabylie, ce fut une catastrophe pour ce pays. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'il va du jour au lendemain redresser ce pays. Ça demande à ce que tous nous mettons la main dans le moteur qui est en panne pour qu'il soit réparé. Ce moteur, c'est le Congo. Et ce n'est pas du tout facile. C'est vrai qu'il y a des ratés. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a de la gabegie financière, qu'il y a des détournements de fonds publics, qu'il y a de vols. Et c'est ce qui plombe d'ailleurs sa mandature. Mais je pense que quelque part, il manifeste une volonté non négligeable de pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et je pense, jusqu'à preuve du contraire, honnêtement, moi, jusqu'à maintenant, je lui fais un petit peu encore confiance. Je pense qu'il peut se ressaisir et appliquer justement ces testaments politiques qui est le peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan creux ou démagogique, pardon. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan creux ni démagogique. C'est un testament politique qu'il a hérité de son papa. Son initiateur voulait combattre l'injustice sociale. C'est ça, en fait, le peuple d'abord. C'est le fait de créer une société juste et égalitaire. Le peuple d'abord nous a tous mobilisés, tout le Congolais, de toute origine, pour mettre fin au régime dictatorial de monsieur de la Kabylie. Et donc, je pense que... Merci. Non, 5 secondes, c'est votre mot de la fin également, on est à la fin. 5 secondes, chité. L'initiateur de ces slogans ne voulait pas d'une société injuste ni égalitaire. Le peuple d'abord, c'est la défense de l'intérêt général en lieu et place des intérêts catégoriels. Merci, monsieur Papito. Alors, si, monsieur... On est à la fin. On est déjà à la fin. 30 secondes. Si 5 secondes. Ce slogan n'est pas encore mis en pratique, je pense qu'il est de notre rôle en tant que citoyen
de rappeler à M. Félix, régulièrement d'ailleurs, que le slogan, j'en vois partout où il passe, Merci. le peuple ne cesse de lui rappeler que papa, Merci. Alobaki, le peuple d'abord. Merci, monsieur Papicho Olenga. C'est également votre mot de la fin, monsieur Jonathan Bélé. 10 secondes, on est à la fin, vraiment, on me fait signe. On retient quoi par rapport au peuple d'abord et un message au peuple congolais? Je signe et je persiste que le peuple d'abord est un slogan creux. Pour preuve, mon ami et frère Papicho, tu peux juste faire un petit tour au marché ou dans le franc marché de Kinshasa, vous conviendrez avec moi qu'il y a la misère. Et en sus de cela, il n'y a qu'une poignée de population qui du reste sont venus avec le pouvoir actuel qui se retrouve au détriment du peuple. Nous avons dit en son temps que lorsque Papa Etienne parlait le peuple d'abord, il soulevait deux doigts pour dire que tous nous sommes un. Merci. Lorsqu'on parle et peuple d'abord, maintenant là, on met sa main dans la poche. Merci. C'est pour dire que je suis le ventre, je suis le... Merci, maître Jonathan Mbélé. Je rappelle que vous êtes président pour l'amour du Congo. Vous êtes également Merci. de la Mouka, très proche de Martin Fayoulou et Moussitou. Merci d'avoir répondu à notre Merci, invitation. Également de l'autre côté, monsieur